l'équipe de la rédaction du groupe SGI Média et les consultants, c'est le rendez-vous phare pour éclairer votre lecture de l'info. La tribune de l'actualité plus, du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée. La tribune de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée. Et commenter l'actualité sociopolitique, économique et culturelle en Guinée. Piloté par l'équipe de la rédaction du groupe SGI Média et les consultants, c'est le rendez-vous phare pour éclairer votre lecture de l'info. La tribune de l'actualité plus, du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée. La tribune de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée. Et commenter l'actualité sociopolitique, économique et culturelle en Guinée. Piloté par l'équipe de la rédaction du groupe SGI Média et les consultants, c'est le rendez-vous phare pour éclairer votre lecture de l'info. La tribune de l'actualité plus, du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée. Tout à l'heure dans l'émission Droit de comprendre, avec nos cadets, cette défaite du Syli national de Guinée, c'était hier au stade du 28 septembre, devant l'équipe congolaise, le score d'1-2 au compte des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde. Nous allons tout à l'heure appeler Isiaga Sila, il est notre spécialiste en maison des questions sportives, pour qu'il nous donne les raisons réelles de cette défaite de l'équipe nationale. Est-ce que c'est le coaching qui fait défaut, c'est le manque de joueurs, ou c'est tout le système qui est malade? Il est en ligne à l'entame juste de l'émission. Nous allons lui poser toutes ces questions. L'invité ce matin ici, dans ce studio, sur ce plateau, c'est bien Aluseni Makanera Kake. Il est ancien ministre de la Communication. Il est actuellement président du FND, Front National pour le Développement. Avec lui, il sera question de son parti et également de l'évolution de la situation sociopolitique de notre pays, surtout sa présence constante, j'allais dire, dans les assemblées générales des autres partis politiques. Nous allons lui poser toutes ces questions. Monsieur le ministre, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour Monsieur Condé, bonjour aux fidèles auditeurs, bonjour mon cher frère. Bonjour. Daouda Mohamed Kamara, Kamara. Bonjour, Abakar Condé. Apparemment très froissé là. Qu'est-ce qui se passe? La voix est froissée. Bonjour Daouda Mohamed Kamara. Peut-être que ce sont des activités sociales du dimanche qui m'ont épuisé. La mise en œuvre de côté radio est assurée par Kande Omar Kamara, assisté de son stagiaire Yamoussa Sila. La réalisation côté TV assurée par Alassane Diallo et toute son équipe, composée ce matin de Kadia Touré et Sekou Touré. Ici, micro-présentation à Abouakar Condé. Daouda Mohamed Kamara, il est déjà en ligne. Ici à Gassila, il est notre spécialiste en maison des questions sportives. Il va nous donner les principales raisons de cette autre défaite du Syli national de Guinée. Ici à Gassila, bonjour. La tribune de l'Actu Plus, l'invité. Ici à Gassila, bonjour. Bonjour Condé Abouakar et bonjour à vos millions d'auditeurs et de téléspectateurs. Isiaga Sila, une autre défaite, une autre désolation. Encore hier, le Syli national ne cesse de surprendre les Guinéens. Vous, en tant que spécialiste, dites-nous, présentez-nous d'abord le tableau de cette rencontre d'hier, dimanche, contre le Congo. Bon, je vous dis bonjour et rebonjour à vos millions d'auditeurs et de téléspectateurs à travers la Guinée en dehors du pays. Vous l'avez dit, notre défaite du Syli, moi je dirais une défaite de trop pour le Syli national de Guinée. Vous me posez la question de présenter le tableau du match d'hier. Pour titrer pour la presse écrite, je dirais, les Guinéens ont joué, les Congolais ont gagné. Et comme vous le savez, c'était dans une rencontre très très décisive.
dans la mesure où au cours de la première sortie, la Guinée avait perdu à Monastir, comme on l'a dit, en tombant les armes à la main, et on s'est dit de mettre tous les atouts de notre côté pour pouvoir redresser la barque qui partait au fond de l'abîme. Mais je vous dis que la mobilisation n'a pas suffi, l'État a mis les moyens, ça n'a pas suffi, le résultat technique est là, la Guinée, 2 sorties, 2 défaites. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que sur papier, je vais peut-être décevoir ceux qui sont mordus du curon. Nous qui sommes un peu proches de la chose footballistique, nous savions que sur papier, il n'y avait pas match entre la Guinée et la RD Congo. À l'heure où je vous parle, si c'est sur la richesse de l'effectif, il n'y avait pas match. Mais puisque le football... Il n'y avait pas match. Qui l'emportait sur qui? C'est-à-dire que la RD Congo est de loin... Très nettement loin supérieur, le football guinéen. D'accord. Nettement supérieur à notre équipe actuellement. Mais puisque le football est à ce qu'il est, c'est ce qui fait d'ailleurs sa beauté. C'est-à-dire que le football est imprévisible. On était venu pour voir l'effet d'imprévisibilité pour pouvoir battre les Congolais à Conakry contre nature. Et au cours de la première période, ce miracle s'est produit. Mais vous le savez, en tant que spécialiste du football, la première période est 0 dans l'analyse des matchs. Parce que la première période, tout le monde peut se donner à fond, tout le monde peut être fringant, mais c'est au cours de la reprise qu'on peut réellement juger une équipe. Beaucoup disent d'ailleurs que la première période, c'est la période de positionnement. C'est la période de positionnement et tout peut arriver, c'est la période d'observation. On ne se jette pas à fond, surtout quand une équipe est en déplacement. On laisse le pays se défouler. C'est à la reprise qu'il y a le football et quand pas en jambes. À partir de la 75e minute, vous mourrez et vous disparaissez. Vous avez compris, c'est ce qui s'est passé hier. Par une première période complètement récupérée par les Guinéens qui ont quadrillé le terrain et qui ont eu la chance, je vous dis, de maîtriser le ballon pendant 45 minutes. Et s'ils avaient été réalistes, vous savez, la vie c'est une question de chance. La chance a souri hier aux Guinéens, mais l'esprit mal préparé ne peut pas la saisir. Voilà le problème qui s'est produit. Alors, l'autre question qu'on peut poser, Isiaga Sila, parce que il y a des professionnels, il y a aussi des amateurs qui ont un petit amour pour le football guinéen aujourd'hui, et l'équipe étant placée, je vais dire, avec les différents éléments, latéral, milieu, défense, vous en tant que spécialiste, de votre regard, où ça n'a vraiment pas marché? Où ça n'a vraiment pas marché, je vais être dans l'enveloppe du complet. La Guinée a un problème de joueurs. La Guinée a un problème de joueurs. La Guinée a un problème de joueurs. Peut-être que la gestion du match, on reviendra tout à l'heure sur l'entraîneur, mais le fondamental est qu'il faut prier, encore prier pour avoir de grands joueurs. Quand vous voyez les grands pays qui aujourd'hui engrangent des points à domicile comme à l'étranger, c'est parce qu'ils ont des joueurs de qualité. Quand vous prenez cette équipe congolaise qui a sélectionné 10 joueurs qui jouent en Angleterre en première division, bon ça, Aboubakar Condé, la Coupe du Monde, ce n'est pas l'affaire de quartier, c'est l'affaire de la crème du football africain. Quand vous n'avez pas de joueurs talentueux qui jouent dans de grands championnats relevés, mais vous ne pouvez pas envoyer ces joueurs qui jouent dans les secondes zones en Europe, qui ne sont même pas titulaires dans ces clubs, qui n'ont même pas 20 minutes ou 30 minutes, excepté un certain Nabi Diego qui a un plein temps avec mon homologue Isiaga Sila qui joue plein temps, mais tout le reste c'est 15, 20, 30 minutes. C'est pas possible. Devant les joueurs comme Bonati à Everton, comme Lembokani, qui rivalisent avec les grands attaquants au monde, si le Syrie national a blagué avec le feu. Peut-être que le hasard nous a conduit à être dans le dernier carré, mais nous ne méritons pas actuellement de représenter l'Afrique à la Coupe du Monde. Donc le rapport de force, c'est qu'on a un problème de joueurs. C'est ça la réalité. Et comme la France a suivi au cours de la première période, on peut parler de la gestion du match par l'entraîneur à la reprise et qui pouvait peut-être mettre un système défensif très très bloquant pour défendre le maigre acquis et au finish qu'on dit que la Guinée par miracle a battu le Congo. Mais la gestion du match a aussi échappé à l'entraîneur. Lapé Bangoura. Lapé Bangoura, les changements opérés ça et là n'ont pas du tout été productifs, ont été contre-productifs pour son équipe et finalement, voilà les résultats, 2 buts à 1, c'est impensable hier pour celui qui a suivi la première période où les Congolais, après le match, à la conférence de presse, Florent Ibengue, la question posée, chaque équipe a eu sa mi-temps. À la réponse, il dit, mais oui, on savait que la Guinée se devait de
On savait que le public était là à fond et on a compris qu'il y avait une sorte de surmotivation. Il fallait reculer pour les observer, les laisser se défouler. Et à la reprise, ils sont émoussés, tenter de les contrer. C'est ce qui s'est passé. Il a dit à ses joueurs, vous avez produit un football de quartier au cours de la première période. Ça, je le comprends, c'est ma tactique. Mais la reprise prouvait que nous sommes grands parce qu'il y a un rapport de force. Et vous avez vu, en 2 minutes, on a pris 2 buts. Ça voudrait dire que les Congolais étaient nettement au-dessus de nous sur l'ensemble, sur le papier et sur la pelouse. Isiaga Asila, l'autre aspect, vous l'avez dit, vous le dites souvent sur cette antenne, le football ce n'est plus le hasard, ça a quitté la rue pour les 4 murs. Le développement du sport à la base doit être très important. Quand on regarde même le Congo avec ce club mythique et mystique, le TP Mazembe, beaucoup de joueurs même de l'équipe nationale série numéro 1 viennent de ce club. Dites-nous concrètement qu'est-ce qu'il faut pour que le football guinéen maintenant revienne à ses lettres d'antan, autant de, bien entendu, autant de Hafia 77. De Sheriff Suleiman et autres. La réponse elle est simple, c'est de mettre sur pied des centres de formation, multiplier beaucoup d'académies de formation pour les dirigeants, les centres de formation pour les joueurs, structurer notre championnat heureusement, qui est dans ces stades de balbutiement avec l'arrivée de la Ligue professionnelle présidée par le président Antonio Soare. Je crois qu'on va mettre sur le durable un championnat consistant. Vous avez parlé du TP Mazembe qui a fourni 5 éléments à l'équipe nationale A qui rivalise avec les professionnels. Le Moté Mandering Pembe, le Vita Club de Kinshasa. Voilà des clubs à qui à eux seuls peuvent fournir 10 éléments pour l'équipe nationale A. Mais qui est compétitif aujourd'hui dans notre championnat, dans le Chili A? Peut-être que 2 ou 3 et puis c'est fini. Donc, pour bâtir une équipe nationale conséquente, il faut un championnat sérieux, régulier et très très consistant qui puisse vous donner au moins 5 joueurs pour l'équipe nationale. Les professionnels doivent être à la pointe. Si vous comptez sur les professionnels, il faut être un grand pays comme la Côte d'Ivoire qui a beaucoup de grands joueurs comme le Sénégal pour les faire venir et qui vont me donner satisfaction. Nous, on a mis des joueurs du championnat, on a mis des grands professionnels. Et pendant ce temps, le secteur quand même engrange des moyens financiers très colossaux. Oui, Condé Bakar, laissez-moi vous dire que le Chili national, c'est une équipe budgétivore. Un seul joueur du Chili national a fait faire plus de 4 milliards de francs guinéens et ça peut construire une école primaire dans mon village. Et l'État, croyez-moi, a mis les moyens au-dessus de l'espérance. Parce que les primes d'internat ont été payées, les primes de sélection ont été payées. Une prime de motivation en cas de victoire était au stade du 28 septembre pour dire aux joueurs, en cas de victoire, vous vous partagez l'argent ici même. Mais que voulez-vous? La plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. C'est une évidence. Nos limites étant ce qu'elles sont, voilà un peu le rapport de force. Et je le dis encore, il va falloir structurer notre football, réorganiser, vous l'avez parlé bien. Oui, l'autre aspect, il y en a qui estiment que l'entraîneur, jusqu'à présent, il n'a pas commencé à toucher son traitement. Est-ce que ça peut être un élément qui peut expliquer ces défaites en cascade? Bon, à la conférence de presse, la question lui a été posée. Il dit qu'il est avant tout un patriote et il vit en Guinée, il n'est pas un expatrié. Et même s'il n'est pas payé, cela ne va pas entraver son boulot. Surtout que quand les joueurs sont payés, il va se donner à fond pour relever le challenge. Je vous dis que ce retard de paiement de salaire n'a nullement été un facteur de notre défaite. Mais je vous dis, vous avez dit, il y a un problème. Au cours du premier match contre la Tunisie, à Monastir, on joue une mi-temps. À la reprise, on prend des buts. À Conakry, on joue une mi-temps. À la reprise, on prend des buts. Ça veut dire que... Ça a toujours été l'éternel problème du Chili national, la gestion des derniers temps, hein, des dernières minutes. Ça a toujours été un sérieux problème. La deuxième période. Oui. La gestion de la deuxième période, c'est parce que nous n'avons pas des joueurs qui sont moulés, qui sont en jambes, je vous dis. Un certain Bonassi à Everton, qui va très vite comme un TGV. Vous avez vu son but. Tout à fait. Il a traversé tout le terrain, il a envoyé un missile. C'est ça le but des grands championnats.
Et les missiles politiques vont être tout à l'heure reçus par l'invité ici dans ce studio et sur ce plateau, Aluseni Makanera Kake, qui était ancien ministre de la communication de facto, votre ancien patron. Vous lui dites bonjour et puis vous, on vous donne au revoir. Oui, c'est mon frère de Kakande. Vous savez, nous à Kakande, on est très très communautaires. Hein. Nous sommes tous de la même famille. D'accord. Et je lui dis bonjour. Bonjour mon jeune frère, je t'adore. Isiaga Sila, journaliste. Je vous dis bonjour. Merci beaucoup. Journaliste à la RTG, notre spécialiste maison des questions sportives. Merci à vous d'être passé dans cette émission. Merci et bonne journée. Merci. La tribune de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée. Tout à l'heure, nous allons partir avec l'invité ici dans ce studio sur ce plateau, Aluseni Makanera Kake, ancien ministre de la Communication, président du FND, qui n'est pas à confondre au NFD, parce que les NFD sont dirigés par le député Mokhtar Diallo. Lui, son parti, c'est bien le Front National pour le Développement. Mais avant d'aller avec lui, Daouda, on a suivi Isiaga Sila. Qu'est-ce que vous avez retenu? Oui, bien qu'on ne soit pas journaliste sportif, mais je crois par patriotisme ou par affection. Par affection, un peu comme le disent d'ailleurs un bon malinqué, qu'on peut détourner son regard du couteau qui égorge notre frère, mais on ne peut jamais détourner le cœur. Donc, comme pour dire que le Sili national aujourd'hui, quelle que soit sa médiocrité, quelles que soient ses sorties qui désolent de plus en plus, on ne peut pas quand même se débarrasser de notre Sili national. C'est quand même notre... c'est nous-mêmes là. C'est une partie de nous. C'est une partie intégrante. C'est une partie intégrante de nous. Ça fait partie des souverainetés. Déjà, même si on dit que le Sili national doit jouer avec le Brésil, le Sili national doit jouer avec le Real de Madrid, avec le Portugal, on sort quand même confiant. On s'est dit que on va au stade pour gagner contre cette équipe, mais pour dire que on peut jamais détourner quand même notre cœur là. On reste derrière le Sili, et quand on prend un peu aussi le Sili nous honore. Oui, les gens nous honorent. C'est important. Je crois que l'autopsie quand même que vient de présenter Isiaga Sila, et aujourd'hui tous les propos qui sont tenus, des désolations qui sont tenues, tout ça, ce sont des éléments quand même qui expriment aujourd'hui notre désolation, mais notre attachement également, mais aussi une manière de dire à ces éléments, à ces joueurs du Sili national, que quel que soit aujourd'hui ce que vous faites, nous sommes avec vous, mais nous vous invitons à travailler davantage pour quand même maintenir notre espoir en vous, pour quand même maintenir notre attachement, notre affection en vous, parce qu'il arrive quand même à des moments où on dit que, on dit pourquoi Dieu m'a-t-il donné un tel frère dans ma vie. Cela ne veut pas dire qu'on est prêt à égorger son frère maintenant. Donc, comme pour dire, on ne choisit pas. On ne choisit pas, hein, ça vient comme ça. Et quand on sait quand même que l'équipe avec laquelle on a joué hier, ce n'est quand même pas une petite équipe comparativement au Sili national de Guinée. Les potentialités, quand on prend un peu les potentialités, les éléments qui la composent d'ailleurs, je crois la source de cette équipe aujourd'hui, c'est bien l'un des grands clubs de l'Afrique, pour ne pas dire le plus grand club de l'Afrique, TP Mazembe, qui est vainqueur de la Coupe de la CAF 2016, qui plusieurs fois aussi a été vainqueur à la Ligue des Champions, finaliste de la Coupe du Monde dans les clubs. Aujourd'hui, la Guinée, on se demande il y a combien d'années on n'a pas eu d'exploit comme ça avec le Sili national. Depuis le AFIA 77. Et est-ce que c'est aujourd'hui on va se lever un beau matin pour dire que on va rattraper le temps passé, ou on va être dans l'avenir? À ce niveau, je crois que il y a lieu quand même, Isiaga l'a dit, il y a lieu quand même que on quitte la rue et qu'on consacre désormais nos efforts footballistiques à l'école. Et il faut bien qu'on aille à l'école pour apprendre, parce que ce n'est pas le fait de bloquer le passage aux usagers de la route de Kaloum à 36 pour dire que la Guinée a des footballeurs. On n'a pas de footballeurs encore, et je crois qu'il faut qu'on les fabrique. On ne les invente pas. Il faut qu'on les fabrique, et cette fabrication... La rue est inventée il y a longtemps. La rue est inventée
santé, il faut bien qu'on aille à l'école pour fabriquer nos joueurs, pour qu'on ait vraiment une équipe. Parce qu'aujourd'hui, moi je ne dirais pas que nous avons une équipe, mais nous avons plutôt un groupe de personnes qui se retrouvent par moment et après on se quitte, on ne se connaît même pas parfois et on se retrouve quand il y a des rencontres. Après cette rencontre, on se sépare. Et il y a aussi, je vais dire, une certaine légèreté des joueurs guinéens. Et partout où on est, on pense que aujourd'hui la femme a été créée et elle va disparaître tout de suite. Donc partout où on est, on veut être avec les filles. Partout où on est, on veut vivre avec les filles. On a vu certains déplacements du Syli national où les gens quittent même où les joueurs payent les billets d'avion pour demander à leur petite amie d'aller les attendre au Maroc par exemple afin qu'ils soient ensemble là. Comment voulez-vous qu'un joueur qui paye le billet d'avion de sa petite amie pour lui demander de le rejoindre là où il va pour une compétition, et vous voulez qu'un joueur qui est à l'internat qui s'éclipse la nuit pour aller chercher sa petite amie ou pour aller dans une boîte de nuit, comment voulez-vous qu'il soit productif? À ce niveau, je crois qu'il y a lieu vraiment d'encadrer vraiment nos joueurs. Mais ça, c'est une prise de conscience personnelle. C'est une prise de conscience personnelle, mais je crois quelque part il y a la rigueur qu'on peut aussi les imposer et cela peut permettre quand même d'encadrer nos joueurs. Et le TP Mazembe a pour président Moïse Katumbi, l'un des grands magnats de la RD Congo, qui s'est lancé en politique. À présent, on va se tourner vers l'invité ici, dans ce studio. Et sur ce plateau, ça fait un peu longtemps, il a quitté, il nous a boudé, Daouda Mohamed Kamara. Moi, ma première question va être, parce que déjà sur les réseaux sociaux, on voit déjà, quand je serai président en République de Guinée, ma première mission sera d'éliminer le Syli national. Quand vous serez président de la République, parce que vous l'avez dit, en 2020, vous serez président de la République. Qu'est-ce que vous pensez du Syli national? En écoutant votre frère, bien entendu, tout à l'heure. Quand je serai président de la République de Guinée, le Syli national va briller comme le Afia Football Club. En quoi faisant? Vous avez dit tout de suite qu'on ne réinvente pas la roue et le football n'est pas le hasard. Dans la vie, tout ce qu'on a, c'est pas gratuit. Même l'eau que vous buvez, si vous ne l'avez pas acheté, c'est une autre personne qui a acheté à votre place. C'est pas le hasard. Il faudrait bien faire en sorte que le football soit structuré, qu'on donne les moyens qu'il faut à ceux qui gèrent ce football et qu'on contrôle si les moyens là arrivent à destination. Parce que rien ne sert de donner les moyens quand ça n'arrive pas à destination. Mais il faut aussi cultiver le sentiment patriotique. C'est ce qui a manqué ces derniers temps. Tout ce que vous avez dit, peut-être on n'a pas suffisamment de talent, je suis d'accord avec mon frère. Le diagnostic est tellement bien fait, mais pour être complet, c'est que il faut apporter le patriotisme, l'honneur, la dignité, ce sont des mots qui ont disparu dans le vocabulaire politique de notre pays. Si en 1977, le AFIA a fait le triplé, le Oraya, je crois, a fait le doublé, c'est pas parce que on avait mis beaucoup plus de moyens que les autres pays, mais on avait créé un sursaut national autour de nos équipes et on a fait en sorte que le Guinéen pense d'abord en tant que Guinéen, et lorsque le AFIA est battu, c'est notre orgueil qui est touché, ce qui fait que quand il y a un match de football à l'époque, chacun, en ce qui le concerne, fait ce qu'il peut. On ne laissait pas le match seulement pour l'équipe nationale, pour le ministère des Sports, ou bien pour le gouvernement. Même ceux qui vont dans les forêts sacrées travailler, les marabouts, les imams, tout le monde faisait ce qu'il faisait. Malheureusement, c'est ce qui n'existe pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en train de nous gérer de manière que on veut inculquer à l'esprit que plus on est malin, pour ne pas dire qu'on n'est pas juste, qu'on est important. On est brillant. Oui. Autant on peut tromper les autres, on est fort en politique. Mais si on cultive ce sentiment-là, même dans le football, les gens vont se tromper eux-mêmes, alors que vous venez de dire que c'est une équipe qui gagne. C'est pas celui qui a marqué le but, qui a empêché le but de rentrer. C'est pas lui qui a pris le ballon,
dans la surface de réparation pour donner à l'attaquant pour marquer. Donc, chacun joue son rôle. Donc, il faut créer en Guinée cette volonté de réussir ensemble et non de trouver un groupe des bons et les autres les méchants. Alors, on va parler politique parce que vous avez déjà commencé à mettre le pied dans le plat politique. Dans le plat politique, on va en parler. D'abord le FND. Le FND. Un parti mieux connu. Voilà, le Front National pour le Développement. D'où vous l'avez tiré? C'est dans un tiroir, dans le sac de quelqu'un, ou bien vous l'avez réveillé pour enlever, pour la dépoussiérer? Vous savez, je suis un ancien président du RNI, Rassemblement National des Indépendants, qui a accompagné le candidat Alpha Condé et qui a fini par mourir dans la fusion qui a vu naissance de le RPG Arc-en-Ciel. Le FND est venu de la volonté des premiers responsables qui ont créé ce parti depuis 2010. Quelques-uns de ces responsables, qui sont-ils? Bon, je voudrais garder ça puisque je ne me suis pas entretenu avec eux aujourd'hui avant d'être à la radio. Vous savez, malheureusement, nous vivons une situation qu'on n'avait jamais cru avant. On pensait qu'avec le professeur Alpha Condé, personne n'allait avoir peur d'être dans l'opposition. Mais aujourd'hui, même celui qui m'a fait venir au sein de ce parti, qui m'a donné la possibilité aujourd'hui de parler au nom d'un parti politique, est-ce qu'il a le courage de venir à la radio pour parler? Je ne le crois pas puisque je n'ai pas discuté avec lui, donc je ne voudrais pas dire son nom. Mais l'essentiel, sachez une seule chose, le FND existe, nous sommes en train de mettre les structures partout. Ma dernière mission, l'avant-dernière mission, c'était jusqu'à Beila, Zérekore, Massanta, Kisidou, Gekedou. La dernière, vous avez suivi peut-être sur les réseaux sociaux. Nous étions à Bofa et à Dobreka, jusqu'à Lumbaya, Lansanaya Lac et Koba Tatema, en passant par Koba Sugebu. Alors, vous avez parlé du RNI. On vous a plutôt connu président du mouvement Ndimbore, RNI. Un mouvement beaucoup plus fort que le parti politique. Pour ne pas dire qu'il n'a jamais été connu. Comme Ndimbore. Voilà, comme Ndimbore. Oui, parce que le contexte avait changé. Quand j'étais responsable du RNI, à l'époque, le président Alpha Condé n'était pas encore au pouvoir. C'était avant même le premier tour. Alors que Ndimbore, c'était déjà le conseil chargé de mission du ministère de l'administration du territoire. À l'époque d'Alassane Condé. À l'époque d'Alassane Condé. Mais c'était lui qui avait en charge de créer le RPG Arc-en-Ciel. Qui? Le président de l'association Ndimbore. Ah bon, vous? Oui. Donc, à un moment donné, et le RPG Arc-en-Ciel et l'association Ndimbore étaient au même niveau. Ah bon? Mais bien sûr. Parce que n'importe qui connaissait le RPG Arc-en-Ciel savait par ricochet que le président de l'association Ndimbore, c'est lui qui est en train de créer le RPG Arc-en-Ciel. C'est comme ça, Ndimbore a été beaucoup plus connu, beaucoup plus que beaucoup de partis politiques en Guinée. Et pour quelle raison aujourd'hui vous décidez de prendre les rênes du FND alors que vous venez de le dire, vous êtes l'un des précurseurs ou d'ailleurs le précurseur du RPG Arc-en-Ciel? Ça c'est effectif, j'ai été l'initiateur parce que ce qui est vrai, plusieurs cerveaux n'ont rien créé, c'est un seul cerveau qui crée. J'ai discuté avec le professeur Alpha Condé, il a accepté. Face to face? Oui, il a accepté. À ma sortie de son bureau, il y avait Dr Din Condé, il y avait Dr Alarim Keta. Donc à trois, nous avons commencé à rencontrer les autres. Beaucoup de réunions étaient tenues chez moi. Après chez Dr Din, on a délocalisé chez Dr Din à Matam. Jusqu'au moment où le président nous a reçus pour la première fois à Kipé. Je me rappelle ce jour, j'étais à côté de lui, face à tous les autres. Il y avait les Bouna et autres. Il a dit, bon, Makaner, il faut parler parce que c'est toi qui es initiateur de cette affaire, c'est pas moi. Donc c'est comme ça, on est parti jusqu'à ce que le parti soit créé. Mais d'abord, l'idée de la création, c'est parce que le professeur Alpha Condé a dit qu'il est le Mandela, il fallait lui trouver l'ANC. C'est pourquoi nous avons créé. Il y a eu d'abord quand même l'alliance Arc-en-Ciel
avant d'arriver au RPG Arc-en-Ciel. Mais avant même l'Alliance Arc-en-Ciel, il y a eu l'APC, l'Alliance pour le changement. C'est un certain nombre de partis politiques qui l'ont accompagné avant le premier tour. L'Alliance Arc-en-Ciel a été constituée... Vous n'étiez pas là, hein? J'étais là. À l'APC? APC, oui. Donc tout a commencé devant Makanera. Cette fois-ci, l'élection du professeur Alpha Condé, c'est pas passé à mon insu. Oui, APC, Alliance Arc-en-Ciel, RPG Arc-en-Ciel, oui. Voilà. Alors, aujourd'hui, vous êtes avec le FND. Vous dites que vous avez travaillé à l'intérieur du pays, notamment en Guinée forestière, Bela, Zerekore, Massanta, Gekedo, Kissidougou. Dites-nous comment vous avez procédé aujourd'hui à l'implantation du parti. Est-ce que les fédérations, les sections qui ont été mises en place, qu'est-ce qui a été fait concrètement comme travail, voilà, comme travail pour l'implantation du FND? Puisque toutes ces zones dont vous citez sont déjà, vous savez, occupées. Bon, occupé, c'est trop dur parce que je vous apprends que au moment où le professeur Alpha Condé était premier à Massanta, les structures de RPG n'étaient pas, même dans certaines sous-préfectures, en plus forte raison dans certains districts. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Non, même aujourd'hui, il n'y en a pas. Donc, c'est que c'est des personnes ressources, les ressortissants qui allaient pour motiver les gens pour voter pour lui. Sinon, ce n'est pas parce qu'il y avait les structuristes là-bas. Quand je prends Koulouma, par exemple, le dernier résultat, le professeur Alpha Condé a eu sur 300 votants, il a eu plus de 280. Mais il n'y a pas une structure de RPG là-bas. Donc, Koulouma est une localité de Massanta. Oui, Koulouma dans Balisia, sous-préfecture de Balisia, préfecture de Massanta, c'est le village natal de mon épouse, Emélie Koibogi. Donc, mais nous... Qui est toujours quand même avec le RPG Arc-en-Ciel. Mais comment ça? Oui, mais il n'y a pas de démocratie dans votre... Mais il y a la démocratie. Alors... Mais vous savez, écoutez, moi je n'aime pas... Vous savez, je veux être pragmatique. Ce qui est réel, il est difficile que Emélie Koibogi soit du RPG Arc-en-Ciel pendant que je suis président du parti. Alors, il n'y a pas de démocratie? Non, il y a la démocratie, vous savez. Il faut pas... De la façon dont on vous a vu au RPG Arc-en-Ciel, votre frère jumeau dans un autre parti, pourquoi votre femme ne peut pas continuer son combat dans un autre parti, vous faites votre aventure ailleurs? Je vous dis, ça c'est effectif. Dans ma famille, la démocratie... Elle est vraiment réelle. Elle est réelle. Personne ne peut contester. Mais Émilie, c'est mon produit sur le plan politique. C'est votre complémentaire. C'est mon complémentaire, c'est un autre soi-même. C'est différent de mon frère jumeau. Je ne passe pas la nuit dans le même lit que mon frère jumeau. Le matin, je ne lui donne pas sa dépense. Donc c'est vrai, c'est mon frère jumeau, mais il y a une certaine limite entre lui et moi. Mais par contre, ma femme, même pour venir en politique, c'est moi qui lui ai fait venir en politique. Elle n'était pas politicienne avant. Pourquoi alors vous lui imposez une autre direction? Non, je ne l'impose pas. Mais votre manière de parler... Non, j'ai dit il est impensable. Vous savez pourquoi? Je fonctionne avec mes enfants et mon épouse, ma famille. Toutes les décisions que nous prenons... toutes les décisions que nous prenons ensemble. Donc il est impossible aujourd'hui de me voir avec le FND et croire que ma femme n'a pas participé à la prise de décision. Ce n'est pas dit que je l'impose. Je suis un homme démocrate. Je vais vous dire quelque chose. Pour celui qui connaît ma famille à Boké, ils sont tellement conservateurs quand on dit que moi je me suis marié à une forestière, que j'ai laissé pratiquer librement sa religion, les gens ne peuvent pas croire. Mais moi, je voudrais laisser les gens libres dans leurs pensées, libres d'agir tant que cela n'est pas en conflit avec la loi. Mais pas votre femme. Alors, même ma femme. Oui, j'ai dit, nous prenons les décisions ensemble. Alors, ma question... Vous pensez quitter le RPG? Mais absolument. Parce que vous avez quitté le parti? Non, mais vous savez, avant même de quitter le parti... Demain, vous pouvez aller demander au ministère de la Communication le jour où j'ai décidé de partir du gouvernement. Quelle est la première personne qui est partie descendre mes effets? Mais c'est mon épouse.
Donc avant de prendre la décision, si tu vois l'homme est au pôle nord, la femme au pôle sud, c'est qu'il n'y a pas de communication, ils ne se concertent pas, ils ne prennent pas de décisions ensemble. Oui, mais s'ils prennent des décisions ensemble, il n'y a pas de problème. Oui, mais une décision de façon concertée à tout moment, on estime que l'homme est dominé par la femme. Bon, les gens, ils peuvent le dire, tous les hommes... Oui ou non? Non, je vais vous dire d'abord... Oui ou non, les gens pensent comme ça? Oui, voilà. Maintenant je vous dis, tous les hommes sont dominés par leurs femmes. Un homme qui n'est pas dominé par sa femme n'a pas reçu une bonne femme. Quand vous avez une bonne femme, vous êtes toujours dominé par elle. Alors ma question pour ne pas confier, j'aime bien et très bien ma femme. Alors, je me limite à cela. J'aime bien et très bien ma femme. Pour ne pas s'éloigner de la question, le travail d'implantation du parti, vous avez commencé avec Kolouma. Il faut déjà dire que Kolouma c'est dans Balizia qui est aussi de Macenta, entre Macenta et Gekedou. Alors dites-nous comment vous avez travaillé et comment vous avez été accueilli aujourd'hui, puisqu'on sait que le RPG Arc-en-Ciel, il est, pour ne pas dire qu'il est présent partout, quand même il est quasi présent partout. Comment vous avez été accueilli et comment le travail a été fait? Bon, nous avons été, heureusement les images existent, nous avons été accueillis en héros. Moi je ne suis pas allé par 1000 chemins. Je dis quand vous quittez aujourd'hui Macenta pour venir à Bokeh, pour venir à Conakry, vous allez comprendre que le président de la République vous a oublié. Parce que quitter Macenta ou bien Zérekori pour Conakry, dans le meilleur des cas, vous faites 24 heures. Donc, et c'est la seule chose que le président pouvait faire pour ces gens-là. En dehors de ça, je n'ai pas vu une réalisation concrète dans ces zones-là. Et toutes les promesses de campagne, je vous prie de me croire, aucune promesse n'a été tenue. Donc les gens sont complètement dessus. Le problème que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas le problème de dire à ces gens-là, le régime-là est bon ou pas, mais c'est comment les mobiliser pour ne pas qu'ils se découragent de tout ce qui est politique. C'est ce combat que nous allons mener. Ce n'est pas pour dire qu'il faut laisser le président. Ils ont tellement laissé le professeur Alpha Condé qu'ils veulent laisser tous les politiciens. C'est ça le danger. Alors comment ces populations vous ont non pas accueilli, il dit en héros, mais comment ces populations ont-elles pu vous croire aujourd'hui quand on sait que vous avez été l'un de ces hommes qui, quand même, de près ou de loin, a vanté les mérites de ce président de la République, Alpha Condé, aujourd'hui? Bon, des fois, je vois que les villageois sont très très intelligents. J'ai une vidéo que je vais vous faire voir. Vous savez, dans ces villages, il y a beaucoup de personnes qui ont divorcé. Hein. Donc, ils savent que quelqu'un qui a pris son argent est parti chercher une femme, c'est qu'il a vanté la qualité de sa femme. Mais s'il rend la femme qu'il a mariée, il a fait des enfants avec la femme, il accepte de divorcer avec cette femme, c'est que la personne qu'elle voyait en la femme n'est pas celle-là. Donc, elles ont compris que le Mandela que je voyais en professeur Alpha, malheureusement, il ne l'a pas été. Et j'ai profité aussi pour leur dire les différentes péripéties qui ont jalonné mon pèlerinage très douloureux avec le professeur Alpha Condé pendant les 5 années. Comment un pèlerinage douloureux? Très douloureux parce que je vous ai rappelé ici une fois, je le parle très sincèrement, parce que moi je pense que le débat politique, on doit laisser la passion. On doit pouvoir construire notre nation. Pour construire la nation, il faut vraiment être objectif, il faut être serein, il faut être lucide. Quand ils ont proclamé le résultat définitif de l'élection présidentielle de 2010, d'abord. 2010. La première victoire. Non, 2015, je n'étais plus avec Alpha. 2010, 2015, je n'étais plus avec lui. 2010, dans son gouvernement. Oui, j'étais dans le gouvernement, mais je n'étais pas avec lui. C'était fini. On attendait le jour. 2010, on était avec les Mohamed Touré ce jour-là, je me rappelle. PDG-RDA. Oui, on était à l'étage, son bâtiment qui est occupé. Quand j'ai vu la foule venir, la première fois, j'ai versé les larmes. Billahi, pourquoi j'ai pleuré ce jour-là? Parce que j'avais peur de ne pas trahir l'espoir que nous avons suscité. Je vous jure. Même l'opposition aujourd'hui ne pouvait pas comprendre qu'après 5 ans de notre régime, la Guinée allait être comme ça.
tout le monde était sûr qu'il y aurait eu un grand changement. Et la plupart des gens qui ont eu peur d'accompagner Alpha Condé, ils ne l'ont pas fait parce qu'ils n'aiment pas Alpha Condé. C'est tout simplement, les gens avaient tellement peur que quand lui il va venir, tous ceux qui ont volé l'argent ils vont rendre. Ils vont prendre tous les biens de l'État pour mettre au service de la population. C'est ce qui faisait que beaucoup de cadres traînaient le pas pour venir vers lui. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce qui se passe, ce n'est pas seulement les Guinéens qui détournent, mais les grands détournements même, ce sont des étrangers. Alors, vous dites ainsi, votre espoir était de voir un changement positif. Et quand on écoute beaucoup aujourd'hui encore, le président Alpha Condé, après avoir dit qu'il a trouvé la Guinée dans un trou, et aujourd'hui, la Guinée refait surface et renoue avec les institutions de Bretton Woods, les institutions internationales, la communauté internationale, je vais dire, les grands pays. Aujourd'hui, la Guinée, elle est présente quasiment partout. Et avec tout ça, vous pensez que rien n'a été fait? D'abord, quand j'entends le président Alpha Condé parler, ou bien certains de ses ministres, ou bien ceux qui parlent à son nom, je me demande si ces gens-là étaient là au temps de Conté. D'abord, je vais vous dire, dès qu'on parle des institutions de Bretton Woods, c'est des médecins. On va chez le médecin quand on est malade. Comment on peut être fier parce qu'on est malade? Et même dire c'est la première fois la Guinée... Mais on ne peut quand même pas vivre aujourd'hui en autarcie, dans l'isoloir. Il faut vivre avec les autres. Attendez, je vais vous dire la vérité. Parce que même l'Union européenne aujourd'hui se retrouve pour voir quelles vont être les prochaines relations avec les États-Unis, avec le nouveau président. La vérité qu'ils ne vous disent pas, vous êtes avec l'ajustement structurel, qui ne dit pas son nom. C'est que vous gérez tellement mal que les gens disent pour qu'on vous aide, il faut que nous venons pour vous contrôler chaque trimestre, pour que vous gérez très bien. Mais ce n'est pas de la nouveauté avec ce régime. Bon, maintenant s'ils disent que c'est un seul... Cela a atteint sous Alpha, les précédents gouvernements de Conté. C'est pas vrai. Conté a obtenu plusieurs programmes. Malheureusement, je n'ai pas le dossier sur moi. Plusieurs programmes. Conté était même vers la fin de l'autre programme, quand c'est Doudalen quittait le pouvoir. La primature. Oui, la primature. Je vais vous dire la réalité. Quand vous prenez le prix de riz, en 2005 ou 2005-2004, en dollars, vous convertissez le dollar là, vous comparez le prix de riz aujourd'hui, vous verrez la différence entre le produit. Je me rappelle quand même en 2002, le sac de riz était à 25-27 000 francs guinéens. C'était parti jusqu'à 80 000 quand même au temps de Conté. Mais le prix d'une tonne de dollars, le dollar sur le marché, allez-y, sur le marché, n'a pas évolué comme ça. 3 fois une tonne de riz, mais c'est que c'est l'économie qui a été délabrée. Moi, je vais vous dire la vérité. Lors du premier mandat, j'étais encore conseiller au ministère de l'administration du territoire. Nous avons parlé avec le président. Qu'est-ce qui nous a rassurés? Il dit d'abord, il faut moraliser la gestion publique. Il faut la caisse unique. L'État doit avoir une seule caisse. Le principe de l'unicité de la caisse. Oui, mais malheureusement, est-ce que l'ARPT a été dans la caisse unique? Est-ce que le patrimoine bâti public a été dans la caisse unique? Est-ce que vous le lui avez dit quand vous étiez très... Mais je ne le savais pas quand j'étais conseiller. Je ne le savais pas. Mais quand j'étais ministre, demandez les anciens ministres. Je leur ai dit plusieurs fois. Les deux personnes, oui. J'ai interpellé 2 personnes. Je le dis à la radio ici, vous pouvez les demander. Lesquelles? La première personne, c'est la ministre de l'Agriculture. Je le dis, Madame la ministre, notre politique agricole vise quoi? Vise à renforcer l'agriculture guinéenne ou bien à aider les agriculteurs asiatiques. Parce qu'on faisait 2 choses contraires. D'un côté, on subventionnait le riz qui vient de l'extérieur. De l'autre côté, on envoyait le riz pour soutenir nos agriculteurs. Ça, j'ai posé cette question. Deuxième question, j'ai dit au ministre des Finances, j'ai dit tout ce que nous sommes en train de faire. À l'époque. Oui, j'ai même écrit tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. On ne peut pas bâtir une économie solide en comptant sur les gens de l'extérieur. Et qu'est-ce que nous faisons des recettes générées par nos entreprises à l'intérieur? Il faut moraliser la gestion à ce niveau. Mais même vous, de la presse, vous ne nous accompagnez pas. Quand un petit directeur qui n'a pas 5 millions organise, il dit qu'il a donné 100 millions à l'État.
On a tout vu en Guinée. Des directeurs qui vont donner non, mais quand même, de grâce. Vous voulez parler de qui? Non, je ne parlerai pas. Vous savez, je dis, je ne suis pas un homme passionné. Je suis là... Pourtant, votre développement n'est pas loin de la passion. Non. Si. Moi, je dénonce l'État. Allez-y. Notre rôle, c'est de dénoncer l'État. Le rôle de ceux qui sont au pouvoir, c'est de corriger s'ils sont convaincus que ce que nous dénonçons, ce sont des tares. Oui, mais puisque vous avez été élément fort du système, conseiller au ministère de l'administration du territoire, ministre de la communication plusieurs fois, dans le salon du président de la République, tout ce que vous dites comme cela, est-ce que vous le lui avez dit? Est-ce que vous avez fait un mémo qui atteste que vous n'êtes pas d'accord de la gestion? Ou bien vous étiez avec lui. D'abord, je vais vous dire, j'ai été un proche de Alpha Condé, je n'ai jamais été un élément du système. Parce qu'on fait du tort à beaucoup de Guinéens. Vous pouvez être... Alors qu'est-ce qu'un proche? Je vais vous dire ça. C'est très simple. On fait du tort à beaucoup de ministres. J'ai entendu beaucoup de... Même moi, vous avez été ministre, qu'est-ce que vous avez fait pour la jeunesse? Même mes parents, vous avez été ministre, vous ne nous avez... Mais celui qui n'a pas pu s'aider soi-même, il peut aider une autre personne. Donc vous pouvez être un ministre, vous n'êtes pas du système, tout comme vous pouvez être du système, sans en être ministre. Sans en être ministre. Je vous donne un petit exemple. Qu'est-ce qui est bon entre les deux? Moi, ce qui est bon, c'est être fidèle à ma conviction. Non, entre éléments du système, je vous dis, moi je ne pouvais même pas être élément du système. Ni l'un ni l'autre. Non, moi je veux être indépendant, je ne pouvais pas être élément du système. La différence entre les deux. Non, la différence entre les deux, quand vous êtes du système, c'est vous qui avez l'essentiel du pouvoir. Quand vous n'êtes pas du système, vous portez le nom. C'est pourquoi j'ai même dit que j'étais ministron et non pas un ministre. Ah bon? C'est maintenant vous le dites. Mais c'est maintenant que je devais le dire ici. Je l'ai dit avant. Mais je ne devais pas dire ici. Vous savez, ce qui me fait peur avec le régime de professeur Alpha Condé, c'est la médiocrité qui est en train de prendre le pas. Quand vous lisez les réseaux sociaux aujourd'hui, vous comparez les débats à l'interne en Guinée avec les autres pays, vous allez pleurer. Parce que la plupart des gens qui interviennent, c'est pour insulter, c'est pour dire des choses que je ne peux pas répéter ici. Mais ça, c'est de la médiocrité. Deuxièmement, c'est pour dire, par exemple, aujourd'hui, on n'est pas étonné. Oui, mais vous n'avez pas encore répondu à la question. Est-ce que vous avez fait comprendre au président? C'est ce que je dis. Réellement, j'ai dit, on est toutes les tares. Je suis en train de... J'en viens. On n'est pas étonné qu'on dise qu'un ministre est venu dénoncer son gouvernement à la radio. On demande à un ministre, quand vous étiez ministre, pourquoi vous n'êtes pas venu à la radio? C'est pas ça. Ça n'existe nulle part dans le monde. Non, on le voit avec un ministre, Ah bon, maintenant... C'est pour vous dire que cette médiocrité-là me fait peur pour le pays. Vous savez, allez-y. C'est pas Khalifa seulement, c'est pas les journalistes seulement, c'est pas même les leaders des partis politiques. Alpha Condé forme son gouvernement. Il dit, bon maintenant vous êtes les membres du gouvernement. Je nomme un ministre, lui c'est un électron libre. Il peut me critiquer, il peut tout faire. Il peut tout dire, mais vous autres, vous ne pouvez pas dire. Donc, il fait des bons et des méchants. Le bon, c'est celui qui peut le critiquer. Lui est celui qui peut le critiquer. Les méchants, c'est les autres membres du gouvernement. Donc, on est en train de faire du théâtre. Mais malheureusement, ceux qui devaient être plus intelligents pour comprendre que c'est le théâtre, les mêmes personnes disent, oui, lui au moins il est bon, il a dénoncé. Mais s'il dénonce, Alpha n'est pas bon. Il est toujours dans son gouvernement. Qu'est-ce que ça... La dénonciation a arrangé. Il y a une contradiction. Deuxièmement, cela n'a pas empêché qu'il y ait 75 morts. Qu'est-ce que ça a arrangé? Donc, il faudrait qu'on ait les pieds sur terre. Si on veut aller de loin, on regarde ceux qui sont partis loin. Ceux qui sont partis loin, un gouvernement ne dénonce pas, agit. Je vous ai répété ici que même il y a 1400 ans, le prophète, plus de 1400 ans, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit qu'il y a 3 manières de lutter contre le mal. Par la main, par la bouche et dans le cœur. Quels sont ceux qui luttent contre le mal par la main? C'est ceux qui ont le pouvoir. Et ils ne dénoncent pas. Ils transforment le mal en bien. C'est le président de la République, les ministres, les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets. Quels sont ceux qui luttent par la bouche? C'est l'opposition, c'est la presse, c'est les autres, c'est eux qui dénoncent. Mais si le ministre dénonce,
L'opposant dénonce, la presse dénonce, le président dénonce. Le président dénonce. Parce qu'il passe tout son temps à dénoncer. Qui va agir? Mais ma question n'est pas répondue. Hein, pendant Donc, tout cela. je reviens à vous. Je prends les témoins maintenant. Je suis à la radio, non? Vous demandez Kaba, son directeur de cabinet. Vous demandez Rachid Ndiaye, le ministre de la Communication. À l'époque, le ministre conseiller. Et même le président de la République lui-même. Je suis arrivé à lui dire, Monsieur le Président, la gabégie actuelle de votre régime dépasse le temps de compter. Face to face. Billahi. Il dit comment? J'ai dit, mais autant de compter, on n'a pas vu un directeur nommé un DAF, un chef comptable et ses amis pour gérer l'argent de l'État au moins. Ça s'est jamais passé. Les témoins sont là. Ça s'est fait. Et quand j'ai décidé, ça s'est fait où? Dans son bureau à Sékou-Touré. Dans son bureau à Sékou-Touré. Non, l'exemple là, c'est passé dans quelle direction? Non, j'ai dit, je ne personnalise jamais mon débat. Je ne suis pas opposé à une personne. Quand vous dites non, l'essentiel. Non, je vous dis, non. Ça fait où? Je vous dis, je ne suis pas là pour m'attaquer à une personne. Je m'attaque à un système. Mon objectif, c'est de faire en sorte que la Guinée puisse bouger. C'est que les gens ne comprennent pas. Moi, en tant qu'opposant, ce qu'il a dit. Bon, vous savez, quand vous dites des fois la vérité, il croit. Non, il ne réagit pas sur le champ. Parce qu'il y a un inspecteur là, une fois, il y a eu tellement de coïncidences à partir des choses. Quand on est venu, on a parlé, j'ai eu tort, on m'a mis en minorité. Quand on m'a mis en minorité, j'ai dit, Monsieur le Président, je ne suis pas étonné. J'ai dit en Guinée, quand vous avez des moyens, vous êtes toujours gagnant. J'ai dit, mais malheureusement, même à Sékou-Touré. Il dit, ah bon, comment? J'ai dit, mais pour ça, il y a eu tellement de coïncidences dans l'affaire là. On envoie l'inspecteur. C'est au moment où on veut prendre la décision, le rapport de l'inspection apparaît. Sans passer par la voie normale. La DPJ est saisie, sans passer par la voie normale. Le gars est arrêté le même jour, sans passer par la voie normale. La justice est saisie, il est même prévu d'aller à la maison centrale. J'ai dit, il y a trop de coïncidences dans cette affaire-là. Mais ce jour-là, il n'a rien dit. Mais après, il a appelé le monsieur pour dire, ton affaire là, il y a trop de coïncidences, est-ce que c'est clair? Sinon, il avait dit, non, je l'ai fait venir, et ils ne connaissent pas l'argent, il y a ceci, il y a cela. Je vous dis, je viens de dire dans ma voiture tout de suite, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jugements qui sont émaillés par des passions. 10 ans après, on saura qui a fait quoi. Moi, mon objectif, et c'est d'ailleurs ma conviction, il n'est pas dit que tous ceux qui sont avec Alpha Condé sont mauvais pour la démocratie et pour la bonne marche. Il n'est pas dit aussi que tous ceux qui sont opposants sont bons pour la démocratie et pour la bonne marche. Chacun, dans son rôle, s'il respecte les principes, il est bon. Un ministre qui vient critiquer Alpha ici, moi je ne lui fais pas confiance. Parce qu'un avocat, c'est comme un avocat. Est-ce que vous avez vu un avocat, même Salah Abdel Salam, celui qui est en train de le défendre, en train de le critiquer d'une manière comme celui qui ne le défend pas? Donc un ministre, c'est un avocat du président. L'invité ici, dans ce studio et sur ce plateau, c'est bien Aluseni Makanera Kake, ancien ministre de la Communication, président du FND, Front National pour le Développement. Avec lui, nous sommes en train de parler bien entendu de son parti, mais aussi de l'évolution de la situation sociopolitique. Daouda, on va passer au point suivant. On va parler à présent de cet accord, des désaccords, de tous les désaccords aujourd'hui, parce qu'il faut le dire, c'est un accord de tous les désaccords. Et vous, vous êtes les pour la signature de cet accord. Bon, je crois même ceux qui disent qu'ils ne sont pas d'accord. Sont d'accord. Ils sont d'accord. Ah bon? Pourquoi? Alors ils disent qu'ils ne le sont pas. Non, ils sont... Alors qu'une pétition est lancée. Bon, vous savez, je disais ça tout de suite. Je dis ce qui me fait peur, c'est cette médiocrité qui est en train de prendre l'ampleur dans notre pays. Quand on était au dialogue, sur le principe, beaucoup qui parlent aujourd'hui, nous étions tous d'accord. L'UFR était d'accord. Le problème de l'UFR est intervenu quand on est arrivé au moment de la signature. Dr Faya Minimono était d'accord. Ah bon? Mais oui, il dit que ce qui... Mais je vais vous dire la vérité. Il dit ce qui le choque, c'est qu'on avait dit qu'il fallait à chaque fois, quand on doit faire des concessions, de revenir à la base. À la base, nous discutons tous pour repartir. Alors que la concession que nous avons faite ce jour-là n'était pas fondamentale.
c'est de dire qu'il faut ramener les élections en février. Maintenant, prenons l'accord tel qu'il est. Faye a dit qu'il y a eu violation de la loi. Maintenant, même les juristes qui veulent défendre la position de Faye, tout le monde dit qu'il y a eu violation de la loi. Comment une simple recommandation peut violer la loi? C'est que les gens n'ont pas compris. Mais malheureusement, quand c'est un juriste qui parle, ça devient dangereux. Même si l'Assemblée nationale vote une loi qui n'est pas conforme à la Constitution, on ne dit pas qu'il a violé la loi. Est-ce que vous avez vu d'abord un maçon qui a raté une mesure, on l'a envoyé à la police qu'il a violé la loi parce qu'il a raté une mesure. Mais il casse le mur, il reprend. L'Assemblée nationale, c'est la Constitution qui le consacre ce pouvoir de fabriquer les lois. Quand il fabrique, s'il rate la mesure, il y a les institutions qui sont chargées de le rappeler que la mesure a été faussée. Ouais. Mais on ne dit pas qu'elle a violé la loi. Il faut reprendre. Ça, c'est un. Alors qu'au fond, c'est ce qu'on parle, violation de loi. J'ai entendu même Dr Faye dire, non, si cette loi est votée seulement, je vais l'attaquer à la Cour constitutionnelle. Encore une ignorance. Puisque l'obligation est faite au président de la République d'envoyer une loi organique avant sa promulgation à la Cour constitutionnelle. Mais si tu sais, ça veut dire que tu vas dire, taper la poitrine, dire je vais l'attaquer à la Cour constitutionnelle. Donc, c'est la question même qui a été mal posée dès le départ. Ce n'est pas en termes de violation de la loi, parce que la recommandation, d'abord, on a envoyé au niveau de l'Assemblée nationale, et heureusement, c'est eux-mêmes qui citent l'article 2 de la Constitution. Et l'article 2 de la Constitution, le premier paragraphe nous apprend que la souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants élus, c'est-à-dire des députés et par voie de référendum. Mais si on envoie au niveau du peuple, et il y a un paragraphe qui dit nulle personne ou un groupe d'individus ne peut s'en approprier, c'est-à-dire l'article 2. La souveraineté. La souveraineté, là, si ce n'est pas le peuple. Oui. Maintenant, c'est eux qui disent qu'ils sont légalistes, mais veulent s'approprier des choses. Alors, pour plus de compréhension, quand parle-t-on vraiment des violations de la loi, surtout surtout, c'est le point 2 qui est très attaqué. D'abord, je vous ai expliqué ça pour vous dire que la question a été très mal posée. Donc, on ne peut pas parler de violation de la loi quand on dit aux députés de voter une loi. Donc, il n'y a pas de violation. On est tout à fait d'accord par rapport à ces différentes démonstrations. Comment la question devait être posée? Bien que je ne suis pas d'accord avec eux. Mais s'ils devaient poser la question, on allait poser quelle est l'opportunité de cet amendement? Puisque c'est la Constitution lui-même, elle-même, qui dit, si vous voulez l'amendement, c'est comme ça que je dois être amendé. Mais si vous ne pouvez... prévu dedans. Ce que je vais vous demander, si on ne peut pas prendre une loi qui est contraire à la loi existante, comment on peut évoluer? Parce que si tu prends une loi, c'est pourquoi on dit, cette loi-là abroge toute disposition antérieure contraire. Donc, comme on peut dire, on veut faire une loi, on dit on veut violer la loi. Non. Donc, maintenant, ce que je vais vous dire, il pouvait poser quelle est l'opportunité de l'amendement. Je vous dis, c'est très opportun. Pourquoi? Nous, quand on est parti à l'Assemblée, notre objectif, c'est l'organisation des élections communales et les élections du conseil de district et de quartier. Les élections. Maintenant, la CENI est venue pour nous expliquer les problèmes d'ordre financier, d'ordre juridique et même d'ordre technique. Même les ressources humaines. Il dit, si vous voulez qu'on organise dans les quartiers, il faut suffisamment de moyens. Pour les communes seulement, on demande 400 milliards. Alors que c'est 300 et quelques. Si ces quartiers, ça va faire dans l'ordre de 4000, ça va faire combien de milliards? Deuxièmement, s'il faut organiser une élection spécifique pour chaque quartier et district, il faut environ 4000 CACB. Les CACB doivent être présidés par des magistrats. On n'a même pas 300. Donc ils ont expliqué tout ça.
Ils ont parlé du droit. Et là, je suis intervenu. Quand le conseil juridique de la CENI a parlé, dire que, et ça c'est effectif, Bader Kaba, oui, que les lois organiques étaient en opposition avec la Constitution, ce qui n'est pas faux. Parce que vous savez, oui, vous savez, la Constitution, l'article 2 toujours dit que le suffrage en Guinée est universel. Oui. Universel veut dire c'est ouvert à tout le monde. Égal. Un homme, une voix. Direct, tu regardes pour qui tu votes et tu votes pour lui, c'est lui qui est élu. Secret, personne ne doit savoir pour qui tu as voté. Donc dans l'isoloir. Dans l'isoloir. Maintenant, si vous prenez tel que la loi organique qui porte aujourd'hui le nom de code électoral abusivement, parce que c'est la loi électorale. Oui. Pour le conseil de district, cette loi dispose que l'élection c'est en majorité absolue, un tour, et les gens doivent lever les mains. Par alignement. À main levée et par alignement. Ou par alignement. Ce qui n'est pas secret. Ça c'est le premier problème. Deuxième problème, la Constitution n'a pas prévu le vote dans les quartiers et districts, parce que ce n'est pas des collectivités. Et c'est la loi mère. Et c'est la loi mère. Mais par contre, la CENI était coincée où? Quand vous prenez les textes guinéens, une fois que la loi est promulguée, il n'y a aucune manière maintenant de l'attaquer. Ce qu'ont fait les lois n'ont pas prévu. Sauf à une seule condition, c'est l'exception d'inconstitutionnalité. Et cela, tu ne peux soulever ça que c'est devant les tribunaux. Lorsque tu es en conflit avec quelqu'un. La même loi. Lorsque tu es en conflit avec quelqu'un, lorsque j'ai eu des problèmes avec les journalistes. C'est cette question que j'ai soulevée, l'exception d'inconstitutionnalité. À partir du moment où notre constitution dit que tous les hommes sont égaux devant la loi, et si vous, les journalistes, vous avez les micros, vous pouvez m'insulter, moi je ne peux pas vous poursuivre en pénal, alors que si moi je vous insulte, vous pouvez me poursuivre en pénal. Si on va en justice, mon jeune frère, mais je soulève l'exception d'inconstitutionnalité pour dire que cette loi ne sera pas appliquée parce que cette loi n'est pas égale, et pour moi et pour toi. En dehors de ça, c'est rien. Personne ne peut l'attaquer. Donc, dans ces conditions, j'ai dit à mon frère Bader, j'ai vu un grand président de la Cour constitutionnelle, mais malheureusement, je n'ai pas vu le conseil juridique de la CENI. Parce que la CENI n'a pas compétence de vérifier la conformité des lois à la Constitution. Donc, c'est comme ça on a liquidé. Non, on a liquidé même cette question-là. On n'a plus discuté ça. Parce que la CENI ne peut pas dire que cette loi n'est pas conforme à la Constitution, on ne l'applique pas. C'est comme si le magistrat mais la CENI a droit à l'information quand même, de savoir ce qui peut aller, ce qui ne peut pas aller. Non, vous savez, elle ne relève pas de ses compétences. Non, vous savez, ça ne relève pas de ses compétences, mais elle a droit à l'information. Non, je vous dis, en droit, on n'invente rien. Si vous avez la loi, vous ne cherchez pas à savoir si elle est correcte ou pas, si elle est loi, vous l'appliquez. Avant la promulgation, le président de la République, 1/10 de députés, l'Institut national des droits humains peuvent attaquer la loi avant qu'elle ne soit promulguée. Mais une fois promulguée, elle est enregistrée dans l'ordonnancement juridique du pays, c'est fini. Personne ne peut maintenant dire qu'elle sera appliquée ou pas tant qu'elle n'est pas abrogée. Donc, il y a eu ce problème, on a fini ça, on est venu maintenant sur le principe. Nous voulons les élections. Tout le monde est d'accord pour les élections. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Cette proposition même est venue de la mouvance présidentielle. En la personne de l'honorable député Damaro. Amadou Damaro Camara. Oui, qui a dit, bon, nous acceptons que nous combinons les deux élections. Le quartier, les districts et la commune. Quand vous envoyez, vous déposez votre liste. Tous les gens qui vont voter pour vous dans les quartiers, on fait ces comptes-là. Après les deux comptes, celui qui est majoritaire, il prend la tête du quartier et le reste du conseil, puisqu'on n'a même pas pris un acte d'abord administratif pour nous dire c'est combien de conseillers par quartier. Le conseil de quartier est composé de combien de personnes. Maintenant, on répartit le reste à la proportionnelle. C'est pourquoi quand j'ai entendu certaines personnes parler, j'ai eu mal à la tête. Quand on a dit non, les deux partis se sont entendus sur les petits deals politiques contre les petits partis. Ce qui est tout à fait faux.
La proportionnelle... Pourtant, c'est ce que la société civile aussi a... Mais est-ce qu'ils comprennent? Ils ne comprennent pas. La proportionnelle arrange les petits partis. Majorité absolue arrange les grands partis. Ouais. Je vous donne l'exemple le plus pratique. Allez-y. Quand vous prenez la liste nationale au niveau de l'Assemblée nationale, le quotient électoral cette année était très proche de 50 000. Donc tous les grands partis qui ont 38 députés à l'Assemblée nationale, tous leurs députés sont arrivés là-bas avec 45 000. Mon frère, Bafficher, j'ai vu sa photo tout de suite. Il n'a même pas 20 000, il est député. Si on n'avait pas pris la proportionnelle... Et là-bas, même pour Fabrama, c'est là-bas. Bon, si on n'avait pas pris la proportionnelle avec le plus fort reste, il ne serait jamais député. Les deux grands partis allaient se partager le tout. Donc à chaque fois, il y a la proportionnelle, c'est qu'on a favorisé les petits partis. Alors, quelle chance aujourd'hui peuvent avoir les candidats indépendants dans ces élections? Maintenant, je voudrais d'abord un peu parler de l'accord, parce que les gens n'ont pas compris. Après ça, on a dit que non, c'est des nominations. Non, ce n'est pas nomination. Vous savez, à l'Assemblée, le dialogue, nous avons fixé le principe. Le principe, on veut qu'il y ait une seule élection et qu'on arrive à élire et dans les conseils de district, de quartier et la commune. Mais comment faire? Mais ça, c'est à l'Assemblée on va élaborer cette loi. Par exemple, moi, je suis quelqu'un qui veut être simplement candidat au quartier Koulewondi. Je ne veux pas la commune, rien. Mais je vais à la commune, je paye ma caution avec ma liste. Mais je fais la campagne dans mon quartier. Si je viens premier là-bas, c'est moi qui suis le président du conseil de district de quartier de Koulewondi. Mais est-ce que le vote sera organisé ce jour-là pour les quartiers aussi? Oui, ça sera organisé de la même manière. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Parce qu'on n'a pas dit que c'est les partis seulement qui seront candidats. Les listes indépendantes seront candidates. Même dans les quartiers. Même dans les quartiers. À supposer que vous êtes de Matoto. Votre quartier là-bas, Simbaya, vous voulez être seulement chef de quartier de Simbaya 1. Vous faites comme si vous êtes candidat pour toute la commune. Vous payez la caution de 10 millions. Au moment de la campagne, vous faites votre campagne dans votre quartier. Si tout le monde vote pour vous, vous devenez le président du conseil de votre quartier. Qui dit que ça, c'est pas élection? Qui dit que c'est pas élection? Pourtant, c'est pas ce que les autres ont dit. Non, mais prenez confiscation. De confiscation. D'abord, vous m'avez parlé de la société civile. Oui. Je vais vous dire encore une fois. Les gens leur racontent des choses extrêmement graves. Lesquelles? D'abord, les gens de la société civile. Je les ai rencontrés dans les débats. D'abord, ils disent qu'ils parlent au nom du citoyen. Mais c'est grave. Seuls les députés parlent au nom du citoyen. Ils confondent même, ils ne savent même pas c'est quoi un citoyen. Parce qu'ils disent qu'il y a une différence entre militant et citoyen. Si je ne suis pas opposé à cette définition, je leur dirais que le meilleur citoyen, c'est lui qui est militant. Parce que vous pouvez être citoyen et ne pas avoir vos droits civiques et politiques. Parce que vous êtes en conflit avec la loi. Mais vous êtes citoyen quand même. Mais vous ne pouvez même pas être électeur et éligible. Alors que ceux qui sont électeurs et éligibles, ils sont non seulement citoyens, mais de très bons citoyens. C'est pourquoi ils ont ces gens-là ont toutes ces prérogatives. Donc, une organisation ne peut pas revendiquer. Est-ce qu'une obligation d'appartenir à un parti politique pour être bon citoyen? Personne n'est obligé à appartenir à un parti politique. Vous dites qu'ils sont bons citoyens. Non, je vous dis... Vous dites que c'est militant parce qu'ils ont les droits civiques et politiques, ils sont bons citoyens. C'est-à-dire, pour exercer vos droits civiques et politiques, il faut être bon citoyen. Vous n'êtes pas obligé d'être militant d'un parti politique pour être bon citoyen. Mais vous êtes obligé d'être bon citoyen pour être électeur et éligible. Parce que si vous n'êtes pas bon citoyen, vous êtes en prison, vous ne pouvez pas exercer vos droits. C'est ça le problème. C'est-à-dire en prison, mais ne pas vouloir voter, n'est pas... Mais vous êtes... Mais je vous dis vous êtes bon citoyen. Je vous dis, quand vous lisez avec beaucoup de rigueur notre code, le vote est un droit en Guinée. Hein. Oui, un droit. Ouais. Un devoir même. Un devoir même en Guinée. Donc pour être bon citoyen, il faut aller voter. Si vous ne votez pas, vous n'êtes pas bon. Ça vous manque. Mais là, ce que je vais vous dire, ils faisaient la confusion pour eux. En tant que société civile, c'est eux qui gèrent les citoyens. Donc, des citoyens. Donc, tous ceux qui sont militants ne sont pas citoyens. Alors que c'est tous les Guinéens. D'ailleurs, le problème de citoyenneté
depuis l'indépendance, ne s'opposaient plus. Vous savez, pendant la colonisation, il y avait 3 types d'individus chez nous. Il y avait les citoyens français, il y avait les sujets et les indigènes. Parlons de vos présences constantes dans les assemblées générales des autres partis. Autre que les FND, le samedi dernier, vous étiez du côté du PUP. Beaucoup disent que vous êtes devenu un cerf-volant pour venir tenir des propos durs à l'encontre du président de la République, de ce régime, au lieu de vous consacrer à... avant d'arriver à ce siège, vous l'avez rappelé dans votre développement, vous étiez à Lansana où vous êtes incliné devant la mémoire du président Alpha Condé. Astaghfirullah. Lansana Condé. Le président Lansana Condé qui se repose à Lansana. Alors, qu'est-ce qui conduit à tout ce rapprochement? Mais pourquoi les gens font des jugements différents quand vous quittez d'un point à un point B? Quand j'étais avec Alpha Condé, j'étais avec tous les partis politiques, c'est ce qui a créé le RPG Arc-en-Ciel. Je repars dans l'opposition, je me bats pour unir l'opposition, on trouve ça que c'est mauvais. Qui ont? Ceux qui disent que je suis devenu cerf-volant, je suis cerf-volant pour la cause de la Guinée. Mon combat est d'unir toutes les énergies pour un changement réel en Guinée. On vous voit avec une torche en pleine journée. C'est bizarre ça. Non, c'est pas bizarre. Ça veut tout dire. Ça veut dire quoi? Cela veut dire ce que cela veut dire. Vous êtes dans les ténèbres. Non, je vous dis. Quand vous êtes là, moi je recherche le cadavre. Si le cadavre n'est pas supérieur à vous, en tout cas, vous ne donnez pas satisfaction. Donc Alpha ne donne pas satisfaction. Un mot sur la présidentielle américaine. Bon, vous savez, dès le départ, moi j'étais sûr que Trump pouvait gagner. Donc Trump pouvait tromper tout. Non, c'est pas parce qu'il allait tromper. Non, il allait tromper tous les sondages, oui, c'est ça. Ou bien, vous savez, d'abord, il y a eu le long règne, les 8 ans. Des démocrates. Ensuite, Hillary est venue avec des problèmes que nous avons connus avec l'affaire de Libye et autres là, des mails et autres là. Mais ce qui est important, c'est que le système actuel a montré ses limites. C'est pas seulement aux États-Unis. Le système politique. Le système. Vous l'avez même dit, même en Guinée aujourd'hui, le peuple n'est pas loin de rejeter. Est-ce que vous avez vu? C'est une réalité. C'est pourquoi tous ceux qui tiennent des discours populistes sont entendus beaucoup plus que les autres. Vous n'avez pas été étonné la dernière élection, si c'est régional en France, où même le Front National est devenu quasiment le premier parti en France. Donc c'est la même réalité. C'est pourquoi aujourd'hui l'Angleterre avec le Brexit. Exactement. Donc je n'étais pas surpris de voir Trump à ce niveau. Mais ce qui est important, comme leçon à tirer, un président américain est moins puissant que même un président français, en plus forte raison un président guinéen. Il ne peut pas disposer de l'Amérique comme un bien à lui, comme nous vivons chez nous. C'est le système qui gère là-bas. Il est limité. Beaucoup de discours qu'il avait tenus ne peuvent pas être mis en œuvre. Mais par contre, la Guinée peut gagner. Contrairement à tout ce que moi j'entends, ma petite perception, je pense que c'est une opportunité pour la Guinée. Quand Trump s'attaque au l'accord de libre-échange, cela veut dire ça va impacter ceux qui font l'export vers les États-Unis. Et vous savez, la Chine en fait partie. Ce qui va obliger la Chine à revoir sa carte. Parce que si Trump dit va facturer jusqu'à 40% les exportations vers les États-Unis, pour faire des affaires, la Chine va se tourner à d'autres pays, d'autres pouvoirs d'achat sont les mêmes. Non, mais les coopérations aussi seront différentes. Mais c'est ça. Donc, si les Africains pouvaient avoir une politique cohérente et défendre les intérêts face
à l'administration Trump. Non, même par rapport à la Chine, oui. Ça peut être important pour nous. Une aubaine. Une aubaine pour nous. Mais malheureusement, le danger, c'est quoi? Vous savez, les Chinois, quand il s'agit de droits de l'homme, de la bonne gouvernance, ou bien tout ce qui est politique, les Chinois ne sont pas trop regardants. Donc il n'est pas exclu que le bénéfice que le peuple devait tirer de cette situation soit détourné au profit d'un petit groupe. Ah bon? C'est là ma crainte. Ils ont déjà commencé à réclamer leur temps d'antenne. C'est bien les auditeurs et téléspectateurs avec lesquels nous faisons du lundi au vendredi cette émission. Le premier est déjà en ligne, Mamadou Diana Kaba. Daouda. Monsieur Kaba, bonjour. Bonjour, M. Camara. Bonjour, M. Kandé. Bonjour à M. Makandera. Nous vous écoutons. Je voudrais commencer par dire que l'élection de Trump, les Américains, ils ont choisi leur président. Ils vont en tirer les conséquences. Ce qui nous regarde, c'est réellement le développement de notre nation. Mais j'ai écouté M. le ministre avec beaucoup de stupéfaction, parce que je n'arrive pas à me retrouver dans avec beaucoup de stupéfaction, hein, vous le dites. Vraiment, je n'arrive pas à me retrouver dans ces dénonciations. Dans la mesure où lui-même, il faisait partie, il a été ministre. Et aujourd'hui, si nous voulons que notre pays avance, il ne faut pas qu'on se mette à la suite. Surtout que vous avez été dans faire et vous avez votre limite. Ce n'est pas parce qu'on vous a enlevé comme ministre et vous dites que tout ce qu'Alpha Condé entreprend est nul, il est comme ça, il a gardé de passe comme je ne retrouve plus ma caméra. Mais je sais que lui, il a été ministre. Si aujourd'hui il y a la gabegie financière, je pense que M. Makamera a fait beaucoup de détournements et nous en avons des preuves. Nous devons le mettre, que lui-même il a écrit pour remettre à son DAF de l'époque les 100 millions dont il a écrit pour l'amener. Nous avons des déclarations contre lui et s'il ne le fait pas doucement, on pourra s'en servir. Est-ce qu'à ce niveau, vous n'êtes pas en train de... Vous n'êtes pas dans le sensationnel. De préférer les fausses accusations, parce que si vous avez des preuves quand même de détournement pour la bonne marche du pays, il serait normal que cela soit... la justice en soit saisie. M. Camara, c'est très bien. Pourquoi je l'ai dit? Quand M. Camara avait fait des dénonciations tout de suite, vous-même vous avez dit que le débat est comment? C'est passionné. Parce qu'il ne montre aucune preuve. Nous avons les preuves contre lui. Mais pour l'humilité, parce qu'il a été un de nous, on n'a pas voulu faire des choses. Mais quand il va... Est-ce que vous n'êtes pas alors dans la complicité? On n'est pas dans la complicité. Pourtant vous n'êtes pas loin. Non, M. Condé, je suis désolé. Vraiment, M. Camara, M. Makandera n'a pas un modèle aujourd'hui pour nous, la jeunesse guinéenne. Merci. Kalo Ibrahima est déjà en ligne. Merci à vous. On va prendre Kalo Ibrahima. Bonjour, Kalo. Bonjour, mes frères. Bonjour à votre invité. Nous vous écoutons. Très merci. Permettez-moi de dire bonjour. Il est parti. Il va revenir avant la fin de l'émission. Un autre qui pointe encore. 600. C'est M. Baldé. Monsieur Baldé, bonjour. Excellence. Alors, bonjour. Nous vous écoutons. Mais s'il vous plaît, ne diminuez pas mon grade et mon salaire. C'est un mérite que vous diminuez sur moi. Ah bon? En quoi faisant? Ah oui, en me disant Baldé simplement. J'ai dit Excellence Baldé. Ah, ça va. Le temps, il fera 33 degrés cet après-midi à Samba, c'est dans la sous-préfecture de... Malheureusement, on l'a perdu. Ce n'est pas aussi l'émission de la météo. Monsieur Traoré, Ibrahima Souri de Hamdallah. Monsieur Traoré, bonjour. Oui, bonjour, M. Condé, bonjour, M. Camara. Nous vous écoutons. Je dis bonjour à votre invité. Aluseni Makanera Kaki. Oui, ma première question, est-ce qu'il y a un décret dans la Constitution? Il y a un article dans la Constitution qui stipule que lorsque le professeur Alpha Condé nomme M. Makandera comme ministre de la République, il devient le meilleur président au monde. Et dès qu'il le débarque, il devient le plus mauvais président dans le monde. Est-ce qu'il y a un article dans la Constitution? La Constitution n'a pas pour vocation l'appréciation. Hein? Bon, à un ministre, j'enlève son nom, à un ministre, j'enlève son nom. D'accord. Ma deuxième question, où en sommes-nous? Votre première question d'ailleurs. Il a noté. Voilà, je dis que on va évoluer. Ma deuxième question maintenant, où en sommes-nous pour son projet
d'envoyer les journalistes indélicats en prison. Jusqu'à présent, il continue son combat ou quoi? D'accord. C'est tout? Mais ma troisième question, si M. Condé disait aujourd'hui qu'il ne reçoit pas un politicien indélicat, je m'excuse le mot, c'est pas à lui que je m'adresse, je ne reçois pas un politicien indélicat dans mon studio, comment Makandé allait se sentir aujourd'hui, puisqu'il traitait les journalistes indélicats, les journalistes qui critiquaient le procès Alpha Condé quand il était ministre. Ça, c'est merci, M. Bangoura Ibrahim Adouanta. M. Bangoura, bonjour. Ah, il est déjà parti. Il est parti. Je peux répondre à ces questions. Oui, on va revenir puisque... Je vais rapidement dire à mon frère Traoré, il n'a qu'à se renseigner. C'est pas parce que j'ai été démis, j'ai rendu démission. Il peut aller. Mais le ministère de la Communication est à côté, M. Traoré. Ne vous fatiguez pas. Ma propre femme a pris tous mes effets avec ma fille. Quand le président a dit d'aller à secourir à ma fille, c'est mis devant la voiture que je ne pars pas. Allez demander. Bon, après vous dites journaliste indélicat, mais jusqu'à présent, mais je viens de répéter tout de suite, je suis opposé aux journalistes indélicats. Mais qu'est-ce qu'ils appellent indélicat? C'est ceux qui font froisser le métier du journalisme. Mon frère, vous pouvez raconter tout. Il n'y a aucun homme politique qui est proche des journalistes plus que moi. Ça, vous ne pouvez pas changer ça. Je ne suis pas là occasionnellement. Je suis constant. Troisièmement, vous dites s'il dit qu'il ne reçoit, mais je ne veux pas qu'il reçoive les politiciens indélicats. Je vous ai dit tout de suite que je voudrais qu'il y ait un débat sans passion. Je ne suis pas... Mais aujourd'hui, j'ai pris la part de Lansana Conté. Les gens que Lansana Conté a nommés sont là. Est-ce qu'ils osent? Le Guinéen, c'est cette hypocrisie. Oui, il y en a qui osent, hein, comme Fodé Bangoura. Mais ils sont combien? Qui répond du berger à la bergère. Ils sont combien? De Tidiane. Bon, maintenant, il y a un certain Kaba dit qu'il a des choses contre moi. Mais je suis étonné. C'est Kabanien. Oui. Il faut lui dire de venir réclamer. Non, de nous donner les preuves même. Oui, de venir réclamer. Ou me donner les preuves de venir réclamer. Ce que je vais dire à mon frère, le débat en Guinée est tellement médiocre. Quand on dit tu as dit ça hier, mais Dieu qui nous a créés, quand il travaille, il dit tu vas dans le paradis. Quand tu fais du bon travail, tu vas au paradis. Quand tu fais du mauvais travail, il dit tu vas dans l'enfer. Il dit même si tu travailles 90 ans, un bon travail, la dernière année, ou bien le dernier jour, en mourant, ce que tu as fait, tu changes ça, tu vas dans l'enfer. Ou bien ils ne sont pas musulmans. Ou bien, moi je suis meilleur que Dieu. On va prendre Amadou Ouri, bonjour. De la carrière. Nous vous écoutons. On va prendre cet autre auditeur aussi rapidement. Allô, bonjour monsieur. Oui, bonjour, je FM. Votre nom, vous nous appelez d'où? Éteignez la radio à côté, s'il vous plaît. Voilà, je voudrais saluer votre invité. Oui, votre nom, vous nous appelez d'où? Camara de Béfia. Amara Kamara de Bessia. Alors, monsieur Kamara, je crois que vous allez changer de position. En attendant, on va aller avec Amadou Ouri. Non, on va aller avec Amadou Ouri d'abord parce qu'on a introduit avant vous. Monsieur Diallo Amadou Ouri, vous êtes là? Oui, je suis là. Nous vous écoutons. Je dis bonjour à monsieur Makanera. Bonjour. Je salue son honnêteté intellectuelle. Parce qu'il y a des démagogues qui passent dans toutes les radios pour saboter les accords là. Ils n'expliquent pas ce qui s'est passé lors de la signature ou lors de ces négociations. Mais c'est des gens qui ont perdu l'honneur, qui veulent saboter ce qui a été conclu là-bas comme accord. Je voudrais poser une question. Je veux demander à M. Makanera s'il sera candidat lors de ces élections communales ou bien dans quelle commune de la Guinée il compte postuler. Vous avez peur que, puisqu'il réside dans la commune de Ratoma, qu'il y ait un autre candidat de plus? Donc je serai candidat à la commune de Bouquet. Non, écoutez, d'accord, c'est compris. On va prendre cet autre auditeur. Non, on est bousculé par le temps, M. Diallo. On va prendre d'abord M. Kamara. Kamara, bonjour. Rebonjour. Bonjour. Oui, allez-y à présent. Je travaille sur FM. Franchement, moi, je voulais dire à M. Makanera que c'est avec beaucoup de déception qui vont voir que on l'accueille ici. Et puis, Makanera, en fait, moi, le conseil que je peux lui donner, c'est un grand frère. Hein. En parlant sur les zones, il n'a qu'à bien réfléchir. Dès qu'Alpha Condé a dit, on a compris que ça, c'est vrai qu'il a nommé Makanera, mais Makanera n'avait pas de niveau. Parce que Makanera, même qui tâtonne dans votre studio en disant même
je ne sais même pas ce qu'il doit dire. Quand on pose des questions, il ne répond pas. Celui qui dit Madame la ministre, madame, on n'est même pas Madame la ministre, on dit Madame le ministre ou la ministre. Monsieur, vous n'êtes pas là pour donner des cours de grammaire. Merci à vous d'être passé dans cette émission. La question de choses, vous serez candidat dans quelle... Est-ce que sa question mérite d'être répondue? On va aller sur la question de M. Diallo de la Je voudrais dire que je suis déjà potentiellement candidat pour la commune de Boké. Commune urbaine. Commune urbaine de Boké. Quelles sont vos chances de l'emporter? Bon, je pense que j'ai beaucoup de chances pour remporter. Parce que d'abord, Boké est dans une situation critique aujourd'hui. Ah bon? Boké, on pourrait même déclarer Boké une zone de désastre national. Avec l'exploitation des mines là-bas. Quand vous arrivez à Boké aujourd'hui, vous avez pitié. Les fils de Boké, les 70% peuvent s'attendre à une maladie qu'on appelle silicose. C'est-à-dire quand ils vont respirer la poussière de la bauxite. Vous savez, on est en train de faire une exploitation sauvage à Boké. Avec SMB, une autre société. La population n'est pas protégée par rapport à la poussière. Les rivières les normes environnementales ne sont pas respectées. Les camions transportent toute la nuit la bauxite. Pendant l'hivernage encore, ça va mieux. On a détruit les plantations d'anacardiers. Quand vous prenez l'anacarde, une tonne, $1500. La tonne de bauxite séchée et calcinée, c'est dans les environs de 55 à $60. Donc on détruit une plantation de l'anacardier pour transporter la bauxite et qui est une fois, et l'autre ça peut durer 30 ans. Voilà le drame que nous avons à Boké aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà commencé à démarcher pour avoir les alliés de taille à Boké, pour la commune urbaine de Boké? Pour la commune urbaine de Boké, vous savez, je ne suis pas un étranger là-bas. Non, les alliés, le FR, l'accompagner. Non, bon, par rapport à, si c'est sur cette question, oui. Vous savez, nous connaissons faire la différence entre la contradiction fondamentale et les autres petites contradictions secondaires. Entre nous, quand on sera tous candidats, la contradiction fondamentale, c'est le RPG Arc-en-Ciel, puisque si le RPG a beaucoup de communes, sans faute, personne ne pourra convaincre Alpha Condé pour dire que le peuple ne te réclame pas pour un troisième mandat. Donc la première bataille que tous les Guinéens qui sont contre le troisième mandat, c'est... pas à l'ordre du jour. Mais c'est ça. Mais le président, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit c'est le peuple qui décide. Maintenant, votez pour son parti, vous allez voir s'il ne dit pas que vous avez décidé. Sinon, la constitution est claire. Oui. S'il voulait respecter la constitution, il allait dire la constitution c'est deux mandats et je me limite à ces deux mandats. Donc la seule chance que nous avons aujourd'hui, c'est le professeur Alpha Condé qui est notre premier allié. Parce que tout le monde sait, si le RPG a beaucoup de communes, c'est que troisième mandat, on l'a donné ça. Ah bon? Mais c'est sûr. Le mot de la fin. Donc je voudrais vraiment saluer et féliciter mon frère Kaba. C'est Kaba, hein? Mamadi Diana Kaba. Mamadi Diana Kaba, c'est mon oncle. Ma maman est Kaba de Kankan de Baténa Fadi. Mais je suis très surpris qu'un Kaba ne sait pas que l'homme, on le juge le jour au jour. C'est croire que quand tu dis bien un président, tu ne le laisses pas. Tu as fait un président, Dieu, son parti, la religion musulmane. Parce que c'est Dieu seulement, quand tu le quittes, on te pose la question, on dit tu es mécréant. Mais quand tu fais des histoires avec quelqu'un, on dit, ah, mais dis-le, qu'est-ce qui t'a opposé à ce dernier? Mais donnez-moi au moins cette chance de me demander pourquoi tu ne dois plus le quitter. Le président Alpha Condé n'est même pas un prophète. En plus forte raison pour devenir Dieu, pour dire que personne ne doit le quitter. Je crois que vous devez... Pourtant, vous l'avez dit qu'il est venu très en retard. Oui, mais malheureusement, c'est ce qui m'a fait comprendre, mon frère. C'est ce qu'il m'a fait comprendre. Il est venu très en retard pour nous. Wallahi. Vous ne regrettez pas d'avoir tenu ce propos? Non, je ne regrette pas de l'avoir soutenu. Aluseni Makaniraka qui a été l'invité ce matin ici dans ce studio sur ce plateau. Une émission à retrouver sur notre site www.tamtamguinée.com. À suivre également la rediffusion à 22h05 sur Chéri FM et 22h15 sur Africa Today Télévision. Merci à vous Daouda Mohamed Kamara. Merci à monsieur le ministre d'être passé dans cette émission donc. Merci à la technique radio et celle de la télévision Africa Today. Demain, un autre invité, non des moindres, c'est bien
Baouri, avec qui on va faire également la revue de l'évolution de l'actualité sociopolitique. Et notre rendez-vous à nous manquer sous aucun prétexte. Portez-vous bien. La tribune de l'Actu Plus, c'était avec l'équipe de la rédaction. Du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée, la tribune de l'actualité plus. Comprendre, décrypter, la tribune de l'actualité plus. Du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée.